Bien, bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis diplômée de la maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, je représente le réseau des femmes en environnement. Le réseau, en fait, a pour mission une transition écologiste juste, donc de donner au Québec un espace d'échange et une voix aux préoccupations des citoyennes quant à la protection de l'environnement. Et a aussi pour mission l'éducation sur les aspects genrés des changements climatiques, entre autres. Donc moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'écoféminisme. Donc l'écoféminisme, vous l'aurez compris, c'est une combinaison d'écologie et féminisme. Donc c'est à la fois une lutte contre les changements climatiques et une lutte pour le droit des femmes. Ça vient mettre en lumière le lien étroit qui existe entre les luttes féministes et écologistes, entre le genre et le climat. Donc, on doit ce terme-là, écoféminisme, à la française Françoise d'Aubonne, qui l'avait écrit dans son ouvrage en 1974, son ouvrage qui s'intitule « Le féminisme ou la mort ». Et initialement, il s'agissait d'attirer l'attention sur le potentiel des femmes à mener une révolution écologique. La prémisse de base, c'est de dénoncer les logiques de domination qui sont similaires à l'encontre des femmes et à l'encontre de la nature, et de dire que les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la recherche et la mise en place de solutions à la crise climatique. Donc, l'écoféminisme, c'est un terme qui est devenu un mouvement sous l'impulsion de luttes écoféministes issues de problématiques sociales et environnementales localisées. Donc, c'est un mouvement qui est né de l'activisme de femmes au sein de divers mouvements sociaux, que ce soit des mouvements féministes, écologistes, de justice environnementale, etc., durant les années 1970-1980. Donc, le terme s'est popularisé sous l'impulsion de ces manifestations-là pour la protection de l'environnement. Donc, un exemple qui est assez connu là, dans la littérature écoféministe, c'est l'exemple du mouvement Chipko. Donc, au début des années 70, il y a un groupe de femmes du nord de l'Inde qui souhaitaient contrer l'abattage de forêts indigènes qui allait être remplacé par des monocultures. Et donc, pour protester, elles se sont regroupées et elles ont enlacé les arbres en guise de protestation, donc s'interposaient pour empêcher l'abattage. Donc, ce mouvement-là, connu sous le nom de mouvement Chipko, il leur a permis d'épargner quelque chose comme 12 000 km² de bassins versants, et c'est l'un des plus connus là, au sein de la littérature écoféministe. Donc, dans ce cas-là, la coupe des arbres représentait un préjudice environnemental qui affectait particulièrement les femmes, notamment en menaçant d'augmenter le temps que ces femmes-là passaient à ramasser du bois de chauffage et en réduisant les possibilités de celles-ci de fabriquer des produits dérivés du bois et de les vendre sur les marchés locaux. Donc, elles se sont retrouvées dans une position où c'était vraiment plus facile pour elles de percevoir l'importance de préserver l'intégrité de la région. Donc, l'écoféminisme, c'est vraiment construit autour de deux événements historiques, donc soit la révolution verte de l'agriculture en Inde et la lutte antinucléaire aux États-Unis. Donc, dans les pays développés, c'est au début des années 80 que les groupes écoféministes ont commencé à se former dans un contexte de course à l'armement nucléaire dans le cadre de la guerre froide. Et un exemple éloquent, c'est l'accident de Three Mile Island en 1979, qui a motivé plusieurs femmes à se rassembler pour la première conférence écoféministe de l'histoire, qui s'intitule Women and Life on Earth, a Conference on Ecofeminism in the 80s. Et c'est un événement qui a permis d'explorer les parallèles qui existent entre l'oppression des femmes, la militarisation et l'écologie. Donc, au cours des dernières décennies, il y a plusieurs mouvements qui ont été menés par des femmes en faveur de la protection de l'environnement et qui montrent que les femmes doivent être considérées non pas seulement comme étant particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques, mais également comme se trouvant en ligne de front de la lutte environnementale. Je vais y revenir un petit peu plus tard. D'ailleurs, Arielle Salé, qui est une sociologue australienne, dit que tout mouvement de femmes portant sur des questions environnementales serait écoféministe, même si les femmes ne s'identifient pas comme telles. Il n'existe donc pas de définition unique de l'écoféminisme, mais vraiment un continuum allant d'écoféminisme politique, spirituel, des écoféminismes ancrés dans des pratiques militantes, donc plus terrain, des écoféminismes plutôt théoriques. La prémisse de base commune, par contre, c'est qu'il existe dans beaucoup de sociétés patriarcales des similitudes entre la relation d'oppression envers les femmes et l'exploitation de la nature. Donc, au niveau des parallèles qu'on peut faire entre le genre et le climat,
Bien, premièrement, dans les pays du Sud, les femmes sont généralement plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Par exemple, les filles qui sont retirées de l'école en cas de catastrophe naturelle pour prendre soin de leur famille, ou encore les femmes qui sont plus directement dépendantes des ressources naturelles pour assurer la subsistance de leur famille. Aussi, dans les zones rurales des pays en voie de développement, l'approvisionnement en eau et l'alimentation, c'est des choses qui reposent souvent sur les épaules des femmes. Donc, c'est les premières touchées quand survient une sécheresse ou une pluie qui va ruiner les récoltes. Les femmes sont aussi souvent parmi les plus vulnérables, notamment de par leurs revenus plus faibles, car elles ont plus de probabilités de se retrouver en situation de pauvreté à l'échelle globale. Et aussi, cette vulnérabilité-là vient du fait qu'elles ont parfois plus de difficultés d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès au processus décisionnel politique. Et elles ont des rôles ou des statuts sociaux, comme par exemple la collecte de l'eau, qui vient interagir avec un environnement qui change et ça peut leur nuire. On pense aussi à la surmortalité des femmes lors de catastrophes naturelles par rapport aux hommes. Donc, la participation des femmes à la formulation, la planification et l'exécution de politiques environnementales a continué d'être faible. On se rend compte que dans les instances scientifiques de décision, c'est souvent majoritairement constitué d'hommes. Donc, on assiste à une genre de masculinisation de la politique environnementale. Et même si on a un intérêt au Québec là, il y a une hausse, en fait, là, vraiment de l'intérêt pour les changements climatiques, bien, il y a très peu de solutions concrètes qui sont mises de l'avant puis qui viennent vraiment répondre aux besoins des femmes et des populations marginalisées. En fait, on va même avoir tendance à mettre l'accent sur des solutions qui vont venir responsabiliser les femmes et ça peut poser problème. Maintenant, j'aimerais faire un peu un parallèle avec la charge mentale et avec le mouvement zéro déchet. Dans le discours vis-à-vis de la crise climatique, l'importance des petits gestes qui est mis de l'avant, le risque, c'est que ça peut venir alourdir en fait la charge mentale des consommateurs, notamment des femmes, et même pas seulement une charge mentale, mais une charge morale également, qui peut être difficile à porter. Pour ce qui est de la place des femmes dans le mouvement écologiste, un constat qui revient beaucoup, c'est que les femmes vont surtout miser sur des changements de comportement et de société plutôt que sur des avenues technologiques, techniques qui vont plutôt être priorisées par les hommes. Donc, les femmes vont vraiment préférer des solutions qui vont être ancrées dans les changements de comportement, alors qu'on se rend compte que du côté des hommes, c'est plutôt des solutions techniques ou technologiques qui vont être préférées. Et puis, puisque les femmes vont déterminer en majeure partie les tendances de consommation, donc il faut savoir que les femmes sont à la base d'environ 70 des décisions de consommation des ménages, eh bien, elles vont avoir un rôle à jouer dans l'adoption de modes de consommation plus durables. Donc là, je pense notamment au zéro déchet. Par contre, les questions qui sont importantes de se poser, c'est est-ce que ce sont majoritairement les femmes qui vont porter la responsabilité du zéro déchet dans leur maison? C'est qui va porter le poids de la charge mentale? Et est-ce que les tâches reliées au zéro déchet vont être réparties équitablement au sein d'un couple, par exemple? Et c'est des questions qui sont importantes à se poser pour que le zéro déchet s'inscrive dans une logique d'émancipation plutôt que d'oppression qui va en fait reléguer les femmes à la sphère domestique, à tout ce qui est le care, le soin, donc tout ce qui est activité au sein de leur foyer. Donc, il est intéressant de se pencher sur l'impact de la démarche zéro déchet sur l'organisation des tâches. Il y a certaines femmes, en fait, qui disent que le zéro déchet va être une charge mentale qui va s'ajouter à leurs tâches quotidiennes. Donc là, je pense notamment, quand je pense au zéro déchet, je pense notamment au fait de composter les aliments en vrac, d'avoir des couches, des mouchoirs lavables, des serviettes lavables, de faire ses propres cosmétiques, de faire ses produits ménagers également maison, etc. Donc, tout ça, ça va Donc, tout ça, ça implique un travail invisible de gestion, de synchronisation et d'anticipation. Et on se rend compte, en fait, il y a des statistiques qui montrent que le nombre d'heures par jour consacrées aux tâches ménagères, elle est toujours plus grande pour les femmes. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est comme une charge mentale supplémentaire d'aller chercher des alternatives zéro déchet ou faites maison, parce que c'est des activités souvent qui sont chronophages, c'est-à-dire qu'elles vont prendre du temps. Et en conséquence, ça fait que les femmes vont mener leur action de façon dépolitisée, donc dans la sphère privée plutôt que dans la sphère publique.
Et justement, les hommes, on se rend compte, ont tendance à agir aussi pour l'environnement, mais plus dans la sphère publique que dans la sphère privée. La sphère privée qui serait, mettons, le foyer à la maison. Aussi, lorsqu'on parle de zéro déchet à la maison, on se rend compte que le marketing cible souvent les femmes. Donc, on va viser à réduire les déchets qui sont produits spécifiquement par les femmes, par exemple les tampons démaquillants, les produits menstruels lavables. Et donc, considérant ce caractère-là qui est chronophage, qui prend du temps, le zéro déchet dans l'espace domestique pourrait confiner les femmes qui s'engagent dans la transition écologique au sein de leur foyer, alors que les hommes, pendant ce temps, vont investir les lieux de pouvoir et d'influence. Donc, on aurait comme une répartition des rôles qui échapperait pas aux stéréotypes de genre, aux rôles traditionnels, à la division sexuelle du travail. Par contre, j'apporterai quelques nuances par rapport à cet enjeu de zéro déchet versus la charge mentale. Donc, je pense qu'en tant que femme aussi, il y a une certaine part de responsabilité qui nous revient de diminuer la charge mentale qu'on se met sur les épaules, donc d'accepter de ne pas être des Wonder Woman, de tendre vers le zéro déchet, mais sans se stresser, sans se culpabiliser non plus. Puis aussi de souligner l'importance de faire des choix qui vont vraiment être harmonieux avec notre réalité. Et c'est sûr que les changements dans nos habitudes aussi devraient être discutés en couple. Ça serait faux de dire que le zéro déchet est un facteur d'aggravation des inégalités. En fait, c'est un peu le contraire, c'est que l'égalité est une condition nécessaire à la transition écologique. Donc, il serait faux de dire que le zéro déchet est un facteur d'aggravation des inégalités. En fait, c'est le contraire. Et puis, Titu Lecoq, qui est une journaliste féministe française, dit, en fait, l'égalité est une condition nécessaire à la transition écologique. Tant que les hommes ne s'impliqueront pas dans ces sujets, ça ne marchera pas. Quitte à faire du zéro déchet, faisons du zéro sexisme. Donc, finalement, pour clore, l'écoféminisme va insister sur la nécessité d'intégrer les perspectives féministes à la lutte écologiste et vice-versa. Donc, ça permet d'articuler les luttes féministes avec les autres luttes sociales et l'intégration de la dimension écologique. Et ça va constituer un levier supplémentaire, en fait, pour aller réclamer une transformation plus radicale de nos sociétés. Donc, l'environnement n'est pas une cause de femmes, mais l'écoféminisme permet de réfléchir les liens, en fait, entre les valeurs féminines, les valeurs de care, avec la défense et la protection du vivant. Je résumerai un peu ça en disant que les façons, en tant que société, qu'on a de s'attaquer au changement climatique, que ce soit des décisions politiques, que ce soit des choix individuels, que ce soit des choix collectifs, doivent intégrer une dimension de genre pour être efficaces, pour être durables et pour éviter de creuser le fossé des inégalités. Donc, je terminerai en disant, en fait, la QZD a mené un sondage auprès d'hommes pour voir, en fait, quelle proportion d'hommes étaient enclins à changer leur comportement pour tendre vers le zéro déchet. Et on se rend compte que oui, il y a vraiment un intérêt de la part des hommes. Le frein principal, en fait, à leur implication serait sans doute le fait que le mouvement a justement tendance à être féminisé. Donc, les hommes se retrouvent à ne pas trop savoir vers quels outils se tourner. Et je pense notamment aux femmes qui ont tendance à faire beaucoup de réseautage. Peut-être que les hommes ont moins tendance à trouver leur place dans ces groupes de femmes, justement. Donc, il serait intéressant de mettre sur pied, en fait, des espaces où les hommes peuvent se retrouver aussi pour amorcer un changement d'habitude. Et fait intéressant, on se rend compte que c'est, en tout cas dans la maison, c'est vraiment dans la cuisine que les hommes débutent lorsqu'ils entament un virage zéro déchet. Donc, c'est dans la cuisine qu'ils commencent à réduire leurs déchets. Donc, voilà, je vous souhaite un bon festival.